Salut la meute. Ma belle est de retour, et aujourd'hui, nous partons vers un endroit sombre. Pas le genre d'obscurité qui vient des tempêtes ou des ombres. Celui qui surgit d'une porte que l'on ouvre au milieu de la nuit pour y trouver 30 paires d'yeux ambrés qui vous attendent de l'autre côté. Elle s'appelle Kala. Elle n'a pas de meute, pas de famille, plus personne qui connaisse assez bien son nom pour s'en inquiéter. Elle possède une maison à l'orée d'une forêt, une boîte contenant les affaires de sa mère qu'elle n'a jamais ouverte, et des cheveux de la couleur d'un feu mourant que le village qualifie de signe de malheur depuis sa naissance. Ce soir, c'est la lune rouge. Elle n'apparaît qu'une fois par génération, et 30 loups rouges viennent de frapper à sa porte. Elle ne sait pas pourquoi ils sont venus. Elle ignore ce que sa mère a promis. Elle ignore que l'homme qui arrive après les loups, seul, sans escorte, la mâchoire contractée comme s'il avait déjà pris une décision qu'il n'a pas encore actée, a hérité d'un pacte qu'il n'a jamais choisi. Elle va tout découvrir avant le lever du soleil. Commençons. Kala a ouvert la porte parce que les coups ne s'arrêtaient pas. C'était la première chose. Ce n'étaient pas des griffures, ni des hurlements, ni le bruit de quelque chose cherchant à forcer l'entrée. C'était patient, délibéré. 3 coups, une pause, puis 3 coups de nouveau. Le même rythme qu'une personne utilise lorsqu'elle sait que quelqu'un est à la maison et qu'elle a l'intention d'attendre le temps qu'il faudra. Elle était déjà réveillée. Les animaux s'étaient tus avant le coucher du soleil. Pas de hibou, pas de renard s'agitant dans les sous-bois, rien. 23 ans à lire la forêt à travers ses sons lui avaient appris qu'un tel silence ne signifiait qu'une chose. Quelque chose de plus grand était proche, et tout ce qui était plus petit avait décidé de disparaître. Elle prit la lampe sur la table. Elle ne prit pas le couteau, car si ce qui se trouvait dehors voulait sa mort, elle ne se faisait aucune illusion sur la capacité d'un couteau de cuisine à changer l'issue. Elle avait toujours été pragmatique concernant les choses qu'elle pouvait ou ne pouvait pas contrôler. Elle ouvrit la porte. 30 loups, rouges comme la rouille, rouges comme du vieux sang, rouges comme la lune suspendue, énormes et gonflés, au-dessus de la lisière des arbres. Une lune si large qu'elle semblait anormale, comme si le ciel avait commis une erreur et ne pouvait plus revenir en arrière. 30 paires d'yeux ambrés, tous fixés sur elle. 30 corps absolument immobiles dans la cour, dans l'allée à l'orée de la forêt où l'obscurité commençait. Ils ne grognaient pas, n'avançaient pas. Ils attendaient. Kala les regarda longuement. Puis elle retourna à l'intérieur, prit sa cape au crochet derrière la porte et ressortit. S'ils avaient fait tout ce chemin, elle allait devoir savoir pourquoi. Kala était seule depuis 11 mois et 4 jours, ce qu'elle savait car elle avait marqué chaque jour sur le cadre de la porte de la cuisine avec un morceau de charbon, de la même manière que la vieille femme marquait les jours avant elle. Effa était morte au cœur de l'hiver précédent, dans son fauteuil près du feu, entre 2 respirations, exactement comme elle avait toujours dit vouloir partir. Pas de chichi, pas de longue agonie, juste un arrêt net. Kala était restée assise avec elle jusqu'au matin, puis avait fait ce qu'il y avait à faire parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire, et parce qu'Effa lui avait appris que le chagrin et le pragmatisme n'étaient pas incompatibles. On pouvait ressentir les deux à la fois. Il le fallait bien. Elle avait hérité de la maison, du jardin d'herbes aromatiques, du savoir et du silence. Le village en bas de la colline l'utilisait comme il avait utilisé Effa, à contre-cœur, à des heures indues pour des choses dont ils ne voulaient pas que leurs voisins sachent qu'ils en avaient besoin. Un accouchement difficile, une plaie qui s'aggravait, une infusion qui rendait un problème moins pesant pendant un temps. Ils payaient en pain, occasionnellement en pièces, et parfois avec un regard qui disait qu'ils auraient préféré ne pas avoir eu besoin de venir. Les cheveux rouges n'aidèrent pas. Cela n'avait jamais aidé. À Ashford, les cheveux rouges sur une femme étaient synonymes de malchance, d'hiver rude et d'ennui qui vous suivait comme un chien. Effa lui avait dit que c'était des bêtises débitées par des gens qui avaient besoin de blâmer quelqu'un pour la météo. Effa s'était aussi, à 3 reprises dont Kala se souvenait, murée dans le silence quand quelqu'un mentionnait la lune rouge, changeant de sujet avec l'aisance pratiquée de quelqu'un qui éludait ce sujet précis depuis longtemps. Kala l'avait remarqué. Elle l'avait classé avec les autres sujets sur lesquels Effa restait silencieuse.
décidant de poser la question quand elle serait plus grande. Elle n'en avait pas eu l'occasion. La lune rouge n'apparaissait qu'une fois par génération, du moins c'est ce que disait le village. Une lune de sang, gonflée et anormale, qui se levait selon aucun calendrier prévisible et restait 3 nuits. Des choses étranges se passaient sous sa lueur. Les animaux se comportaient bizarrement. Les enfants nés sous elle étaient marqués, chanceux ou maudits, selon à qui on posait la question. Et Kala avait appris tôt qu'à Ashford, ces 2 qualificatifs étaient souvent les mêmes. Elle était née sous la dernière lune rouge, 23 ans plus tôt. Sa mère était morte 3 jours après. On lui avait répété cela toute sa vie avec ce ton spécifique que les gens utilisent lorsqu'ils veulent que vous compreniez que ces 2 faits sont liés. Elle avait passé 23 ans à décider ce qu'elle en pensait, et elle n'en était toujours pas sûre. Les loups n'étaient pas ce à quoi elle s'attendait, ce qui était une information en soi. Elle s'attendait à de la sauvagerie. Elle s'attendait au chaos spécifique d'un grand prédateur dans un espace trop restreint pour lui. L'agitation, les signes de menace, la façon dont la peur opère quand quelque chose de plus grand que vous décide de signaler sa présence. Elle avait déjà vu des loups, des solitaires à l'orée de la forêt en hiver, et ils étaient exactement ainsi, sauvages et indifférents, ne s'intéressant à elle que comme à un obstacle entre eux et autre chose. Ceux-là étaient indifférents. Elle fit le tour de sa cour avec sa lampe, et ils la laissèrent faire. 30 loups, et pas un seul ne bougea, si ce n'est pour la suivre des yeux. Pas de posture agressive, pas un son. Le plus proche, un grand mâle au portail avec une entaille à l'épaule gauche qui ne saignait plus mais devait être nettoyée, tourna la tête lentement à son passage, puis s'immobilisa de nouveau. Elle s'arrêta devant lui. Il avait la couleur de vieille brique, plus sombre le long de l'échine, avec des yeux de l'ambre d'un bon miel. L'entaille était assez profonde pour être sérieuse, mais pas assez pour expliquer son immobilité. Il choisissait de ne pas bouger. C'était différent. Elle rentra et revint avec son nécessaire de soin. Il la laissa nettoyer la plaie. Il laissa le baume pénétrer, et le bandage de lin s'enrouler, restant absolument immobile avec la patience de celui qui a décidé d'accorder sa confiance, et ne voit aucune raison de remettre en question cette décision. Quand elle eut fini, il tourna la tête et la regarda un instant, un regard direct, précis, celui d'un être qui comprenait plus qu'il ne le devrait, puis il détourna les yeux. Elle se leva et regarda les 29 autres. « Très bien, dit-elle à personne en particulier, et à tous à la fois. Vous êtes une escorte, pas une menace, ce qui signifie que vous m'emmenez quelque part. » Elle marqua une pause. « Et vous avez attendu la lune rouge pour venir, ce qui signifie que peu importe l'endroit, c'est la seule nuit où vous le pouviez. » Aucun d'eux ne bougea. « Je vais faire un sac, dit-elle. Si vous aviez l'intention de me dévorer, vous avez déjà eu 30 occasions de le faire. » Elle rentra et prépara ses affaires. Elle contempla longuement la boîte des affaires de sa mère, puis l'ajouta aussi au sac. Elle avait le sentiment qu'elle allait devenir pertinente. Elle était dehors et prête avant que la lune n'ait bougé de la largeur d'une main dans le ciel. Le loup à l'épaule bandée attendait au portail. Lorsqu'elle le franchit, il emboîta le pas à ses côtés, et les 29 autres se répartirent autour d'elle dans une formation qui ne laissait aucun doute sur leurs intentions. Ils ne chassaient pas. Ils gardaient. Elle s'enfonça dans la forêt sombre, entourée de 30 loups rouges sous la lune écarlate. Et ce qu'elle ressentait n'était pas de la peur. C'était la vigilance particulière de quelqu'un qui marche vers des informations dont il a besoin depuis longtemps. Elle avait la boîte de sa mère dans son sac. Elle pressentait qu'elle en aurait besoin. Il marchait depuis peut-être 2 heures lorsqu'elle entendit le cheval. Un seul cheval avançant à une allure plus rapide que ce que le terrain justifiait strictement. Quelqu'un qui connaissait le sentier assez bien pour s'y déplacer sans réfléchir, ou quelqu'un d'assez pressé pour que réfléchir au terrain soit un luxe. Les loups autour d'elle ne réagirent pas avec alarme. Plusieurs tournèrent la tête vers le son, puis se détournèrent, de la même façon qu'un chien se tourne vers un pas familier. Elle s'arrêta de marcher. Le cheval surgit d'entre les arbres, et le cavalier s'arrêta net en la voyant, ce qui lui indiqua qu'il ne savait pas exactement où elle se trouverait. Il connaissait la direction et avait fait confiance aux loups pour accomplir leur part.
Lui non plus n'était pas ce à quoi elle s'attendait, bien qu'elle n'aurait pu dire exactement ce qu'elle avait imaginé. Il était imposant de la manière dont certains hommes le sont, sans artifice, sans excès, juste la carrure particulière de quelqu'un bâti pour un but précis et utilisé en conséquence. Cheveux sombres, barbe courte, des yeux qui accrochèrent la lumière de la lune sans rien renvoyer. Une armure qui montrait un usage réel, pas d'escorte, pas de bannière, rien qui n'annonce ce qu'il était, si ce n'est sa façon de monter à cheval, celle de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de rien annoncer. Il la regarda comme elle avait regardé les loups, cataloguant, évaluant, absorbant l'information sans se précipiter vers des conclusions. Elle lui rendit son regard de la même manière. « Calavos, dit-il, ce n'était pas une question. »« Vous avez l'avantage sur moi, » répondit-elle. « Can Maroro. » Une pause. « Roi Alpha. » Elle assimila l'information. « Vous êtes venu seul. »« Oui. » « Vos loups sont venus au nombre de 30. »« Les loups suivent la loi de la lune rouge, » dit-il. « Je suis mon propre jugement. »« Et votre jugement a dit de venir seul. »« Mon jugement a dit de venir après, » précisa-t-il, ce qui n'était pas tout à fait la même chose, et elle remarqua qu'il le savait. Elle ajusta son sac sur son épaule. « Vous allez me dire ce qu'est la loi de la lune rouge à notre arrivée. »« Vous allez me le dire maintenant, » dit-elle. « Ou je repars par où je suis venue, et vos 30 loups devront décider si la loi exige qu'ils me traînent ou qu'ils m'escortent. Et je pense que nous savons tous les deux ce qu'ils choisiront. » Le cheval s'agita sous lui. Il la regarda longuement, avec l'expression de quelqu'un recalibrant quelque chose qu'il pensait avoir calculé correctement. « La loi de la lune rouge, dit-il, est ancienne, plus ancienne que ma lignée. Elle stipule que tout humain portant le sang d'une meute, même dilué, même oublié, peut être réclamé par cette meute sous la lune rouge, accueilli, doté d'une place. »« Réclamé, dit-elle. »« Doté d'une place, répéta-t-il. Le langage est ancien, l'intention est la protection. »« Ma mère, dit Kala. » Il resta silencieux, un battement de cœur de trop. « Quand nous arriverons, dit-il de nouveau, mais différemment cette fois. Pas par évasion, mais par reconnaissance qu'il y avait plus, et que cela nécessitait un autre type d'espace qu'un sentier forestier au milieu de la nuit. » Elle le regarda. Elle regarda les loups. Elle regarda la lune. « Très bien, dit-elle. Mais vous chevauchez derrière moi. » Il l'observa. « Si je marche, dit-elle, vous marchez. Je ne vais pas passer 2 heures à regarder l'arrière-train d'un cheval. » Il y eut un silence dont elle pensa, juste un instant, qu'il contenait peut-être quelque chose qui voulait être une expression différente de celle qu'il affichait. Il descendit de cheval. Il marcha à ses côtés. Les loups s'organisèrent autour de deux, et le cheval suivit sans qu'on lui demande. Ils ne se reparlèrent plus jusqu'à ce que les murs de la forteresse apparaissent entre les arbres, de la pierre grise, la lueur des torches et l'odeur de la fumée de bois. Et d'ici là, elle avait passé 2 heures à cataloguer tout ce qu'elle pouvait observer chez un homme qui se déplaçait dans l'obscurité, comme s'il l'avait fait toute sa vie et avait cessé d'en avoir peur bien avant sa naissance à elle. Elle avait catalogué pas mal de choses. La grande salle était vide à leur arrivée, ce qui, elle le soupçonnait, était délibéré. Un feu, une table, 2 chaises, pas de public pour ce qui allait suivre. Il lui parla de sa mère sans préambule, ce qu'elle apprécia. Les Navos étaient arrivés sur le territoire des Maroro 24 ans plus tôt, fuyant quelque chose qu'elle ne nomma jamais. Elle portait un sang de meute dilué, assez pour être reconnue, pas assez pour être réclamée dans des circonstances normales. On lui avait donné refuge pour un hiver. Durant cet hiver, elle avait conclu un pacte avec le père de Khan, le précédent roi Alpha, un homme nommé Aldrich Maroro, qui était pragmatique sur tout et sentimental sur presque rien. Le pacte était le suivant. Lena serait autorisée à partir, à vivre comme elle l'entendait, à élever son enfant sans interférence. En échange, lors de la prochaine lune rouge, qui n'aurait lieu que 23 ans plus tard, son enfant rejoindrait la meute Maroro de son plein gré, non pas comme prisonnier, ni comme propriété,
mais comme membre de la meute, recevant une place, une protection, et tout ce à quoi son sang lui donnait droit depuis toujours, et que Lena avait eu trop peur de réclamer pour elle-même. Lena avait accepté. Elle croyait, dit Khan, qu'elle offrait à sa fille quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Elle ne s'attendait pas à mourir avant d'avoir pu l'expliquer. Kala resta assise à méditer cela pendant un long moment. Le feu crépitait. Quelque part dans la forteresse, une porte s'ouvrit et se ferma. Epha savait, finit-elle par dire. Oui, elle a gardé le secret pendant 20 ans. On le lui avait demandé. Elle a accepté. Il marqua une pause. Elle a fait passer le mot quand elle a su qu'elle mourrait, disant que vous étiez prête. C'est le mot qu'elle a utilisé. Prête. Kala repensa à Epha devenant silencieuse dès qu'on évoquait la lune rouge. Epha changeant de sujet avec une aisance consommée. Epha, lors de son dernier hiver, regardant parfois Kala avec une expression qui ressemblait à l'accomplissement de quelque chose. Elle était en colère. Elle savait qu'elle était en colère, et elle s'autorisait à le ressentir sans le mettre en scène. Une colère propre, froide, qui pesait dans sa poitrine comme une pierre, et n'avait pas encore besoin d'être jetée sur quiconque. « Vous n'avez pas choisi ce pacte, » dit-elle. « Non. Vous en avez hérité. »« Oui. Et vous êtes venu seul ce soir, parce que vous vouliez voir ce que j'étais avant que les murs de la forteresse ne m'entourent. » Il la regarda fixement. « Oui. Qu'en avez-vous conclu ? » ?»« Que vous avez emporté la boîte de votre mère, » dit-il, ce qui signifie que vous soupçonniez déjà qu'elle contenait quelque chose dont vous auriez besoin. Elle ne lui avait pas parlé de la boîte. Il l'avait vue dans son sac. Elle y plongea la main et la posa sur la table entre eux. Du bois sombre, un fermoir en fer, cette patine spécifique des objets souvent manipulés et rangés avec soin. Elle avait 14 ans quand sa mère était morte. La boîte lui avait été remise par un voisin qui disait que Lena la lui avait laissée. Elle l'avait ouverte une fois, y avait trouvé des lettres qu'elle ne pouvait pas lire et un petit objet enveloppé dans un tissu, puis l'avait refermé. Elle avait attendu, sans savoir qu'elle attendait, le moment où l'ouvrir aurait un sens. Elle l'ouvrit maintenant. Les lettres étaient d'une main qu'elle ne connaissait pas. Ferme, économe, l'écriture de quelqu'un qui écrit pour communiquer plutôt que pour impressionner. Elle ne pouvait pas tout lire, mais elle en lisait assez. Le nom de sa mère, une date, les mots « librement donnés » et les mots « en retour ». L'objet enveloppé dans le tissu était un petit disque de métal sombre, un motif géométrique gravé sur sa face, les bords polis par des années de manipulation. Une marque de meute, pas la marque des Maroro, quelque chose de plus vieux, quelque chose que le sang de sa mère portait sans que personne ne le lui ait jamais expliqué. Elle le posa sur la table. Khan le regarda un instant avec une expression qu'elle ne pouvait pas totalement décoder, puis il la regarda. « C'est plus ancien que la lignée de mon père, » dit-il doucement. « Je sais ce que c'est, » dit-elle, car c'était vrai. Epha lui avait appris à reconnaître les marques de meute comme elle lui avait appris à reconnaître les plantes, de manière pratique et sans sentimentalisme. « Je ne savais pas que c'était à moi. »« C'était à votre grand-mère, » dit-il, « la mère de votre mère. Elle appartenait pleinement à une meute avant de partir. Le sang s'est aminci pendant 2 générations. » Il fit une pause. « En vous, il a cessé de s'amincir. » Le feu crépita de nouveau. « Le pacte que votre père a conclu, » dit Kala avec précaution, « prévoyait que je rejoigne cette meute pour qu'on me donne une place. » Oui. Il n'a pas spécifié laquelle. Il resta très immobile. Non. Alors je veux négocier les termes. Le silence qui suivit était le silence spécifique de quelqu'un rencontrant une variable qu'il n'avait pas prévue. Le pacte est déjà conclu, dit-il, mais sans la fermeté de celui qui pense que cela clôt le débat. Le pacte a été conclu entre votre père et ma mère, dit-elle. Ni l'un ni l'autre n'est ici. Je suis ici. Vous êtes ici. Le pacte m'a amené à cette table. Ce qui se passe à cette table est entre nous.
Elle le regarda réfléchir. Elle était douée pour regarder les gens réfléchir. Et Fa le lui avait appris aussi, bien que pas explicitement. La qualité de l'immobilité. Quand une personne reconsidère réellement quelque chose, est différente de l'immobilité de celui qui attend que vous finissiez de parler. C'était la première sorte. « Quel terme ?» demanda-t-il. « Je travaille, » dit-elle. « Je ne reste pas assise. Je ne sers pas de décoration. J'ai une pratique. Les herbes, les remèdes, les accouchements, tout ce qu'Effa m'a enseigné. Je poursuis cette pratique ici pour la meute selon mes propres termes. J'ai mon propre espace. Je gagne ma place de la même manière que n'importe qui d'autre. » Elle marqua une pause. « Et on me dit la vérité. Toute la vérité. Tout ce que je ne sais pas encore, on me le dit une fois pour toutes. » Il la regarda longuement. « La marque de meute, » finit-il par dire. « Quand le sang cesse de s'amincir dans une lignée, cela signifie qu'il revient en force. C'est rare. Cela signifie quelque chose de spécifique sur ce que vous êtes au sein de la structure de la meute, quelque chose qui va au-delà de ce que le pacte de mon père prévoyait. « Dites-moi, » lui demanda-t-elle. Cela prit du temps. Elle écouta tout sans l'interrompre, ce qu'elle voyait bien qu'il n'avait pas prévu, et quand il eut fini, elle resta pensive un autre long moment, puis hocha la tête une fois. « D'accord, » dit-elle. « D'accord, » répéta-t-il prudemment, comme un homme s'assurant de bien comprendre ce qu'il acceptait. « Je reste, » dit-elle, « selon mes termes. »« Selon vos termes, » dit-il. Dehors, à travers la haute fenêtre de la grande salle, la lune rouge avait commencé sa lente descente vers la cime des arbres. Dans quelques heures, elle aurait disparu et ne reviendrait pas avant une autre génération. Tout ce qu'elle avait amené à sa porte ce soir-là devrait suffire. Elle pensait que ce serait probablement le cas. 3 mois plus tard, dans l'obscurité précoce d'un matin d'hiver, Kala était dans son laboratoire près de la grande salle quand elle entendit frapper à la porte. Elle avait son propre laboratoire à présent. Cela avait été le premier terme négocié. Un espace avec une fenêtre, un vrai foyer, des étagères qu'elle avait construites elle-même avec du bois des réserves des Maroro et l'aide d'un bêta nommé Osri, qui s'était présenté le 2e jour, n'avait rien dit sur sa présence et avait simplement soulevé l'autre bout d'une planche. Il passait encore presque tous les matins en allant vers la cour. Elle avait commencé à lui laisser une tasse prête. La meute s'était montrée prudente à son égard, ce à quoi elle s'attendait. La prudence, elle savait comment composer avec. C'était l'indifférence pour laquelle elle n'avait aucun outil, et la meute Maroro n'était pas indifférente. Il l'observait comme les loups l'avaient observé dans la cour, avec l'attention spécifique de celui qui décide s'il doit faire confiance. Elle avait soigné 3 blessures, assisté un accouchement difficile et identifié un pourrissement des racines dans le potager qui aurait emporté la moitié des réserves d'hiver. À la fin du 2e mois, la prudence s'était muée en quelque chose qui ressemblait davantage à la météo. Présent, mais pas hostile. L'atmosphère normale d'un lieu où les gens apprenaient encore à savoir qui elle était. Khan frappa parce qu'il frappait toujours, ce qui l'avait surprise plus que n'importe quoi d'autre chez lui. « Entrez », dit-elle sans se détourner de son plan de travail. Il entra et se tint là où il se tenait d'habitude, près de la porte, ce qu'elle avait fini par interpréter non pas comme de l'hésitation, mais comme de la courtoisie particulière de celui qui comprenait que cette pièce était la sienne et y pénétrait en conséquence. « Le guérisseur du village d'Ashford a envoyé un message, » dit-il. Elle leva les yeux à cette annonce. « Quelqu'un est malade, » continua-t-il. « Ils vous ont demandé spécifiquement. » Elle pensa à Ashford, au regard qu'il lui lançait, à la façon spécifique dont ils avaient besoin d'elle, tout en détestant avoir besoin d'elle. Elle pensa à ses cheveux rouges, au roi Alpha, et à ses 23 années à être le porte-poisse de quelqu'un. « Dites-leur que je viendrai demain, » dit-elle. « Dites-leur de contenir la fièvre pendant la nuit. » Il transmit cela au messager, entendit-elle, puis il revint. Elle broyait quelque chose qui avait besoin de l'être. Il la regarda travailler un moment avec cette expression qu'il avait parfois. Celle qu'elle avait classée les premières semaines comme du catalogage,
et qu'elle avait plus récemment commencé à comprendre comme quelque chose de légèrement différent. « Vous y retournez, dit-il. J'ai dit que je viendrais. Je sais, il marqua une pause. Je vous accompagnerai à cheval. Elle le regarda. La route est verglacée, dit-il, ce qui était vrai sans être tout à fait le fond du problème, et elle soupçonnait qu'il savait qu'elle le savait. Elle se remit à broyer ses herbes. Très bien, dit-elle, mais vous chevauchez à mes côtés. Cette fois, la pause fut plus courte que celle dans la forêt 3 mois plus tôt. Cette expression qui n'en était pas tout à fait une l'était un peu moins. À vos côtés, dit-il. À l'extérieur de la fenêtre du laboratoire, la première neige de l'hiver commençait à tomber. Calme et sans fracas, comme arrivent les meilleures choses. Non annoncée, simplement présente, et changeant déjà la forme de tout ce qu'elle touchait. « Salut la meute, c'est ma belle, et je veux vous demander quelque chose avant que vous ne partiez. La mère de Kala a fait un choix. Elle n'a pas demandé l'avis de sa fille. Elle ne le pouvait pas. Kala n'était pas assez grande, et puis elle est partie avant de pouvoir s'expliquer. Elle a pris la meilleure décision possible avec ce qu'elle savait, pour quelqu'un qu'elle aimait plus que son propre avenir. Nous avons tous eu quelqu'un qui a pris une décision pour nous, que nous n'avions pas choisie. C'était peut-être un parent, peut-être quelqu'un qui pensait savoir mieux que nous, peut-être qu'ils avaient raison, peut-être pas, peut-être les deux à la fois. Voici ce que je veux savoir. Si vous découvriez plus tard que la décision était la bonne, que la vie que vous avez finalement eue était meilleure que celle que vous auriez choisie, est-ce que cela rendrait les choses acceptables ? Ou bien le fait de ne pas avoir été consulté compte-t-il toujours ? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous, sans exception.